soit par mail. Donc voilà, on va commencer, cette session avec, une première partie qui est intitulée, Vademecum pour l'action militante. On écoutera d'abord, Sarah Massoud qui est, membre du bureau national du syndicat de la magistrature en qualité de secrétaire, nationale. C'est un syndicat qui est né dans l'après-mai 1968 et qui milite notamment pour la défense des droits et des libertés fondamentales et pour une justice indépendante. Donc Sarah Massoud, elle officie également comme juge, des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny et son intervention aujourd'hui s'intitule «La surjudiciarisation du maintien de l'ordre». Donc je vais laisser la parole à Sarah, qui aura 15 minutes pour nous expliquer un peu tout ça. Merci beaucoup. Hem, Merci pour cette présentation et surtout merci pour cette invitation. Je vais directement mettre les pieds dans le plat et notamment sur le titre de, de votre, de ce cycle et notamment de cette première partie ce matin qui était, et qui est de savoir, quelle est la protection de l'action militante. Quand j'avais eu quelques échanges en préparant cette conférence, je m'étais posé la question de savoir est-ce que véritablement on la protège cette action militante? Et du coup, j'ai été prise d'une tension, pour me dire que, j'arrivais pas à savoir comment il était encore possible pour l'autorité judiciaire de la protéger. Et c'est pour ça que, j'ai, davantage anglais sur quelque chose qui, à mon avis, sera peut-être plus intéressant et plus dynamique pour vous, sur, la question de la place du juge, de la place, des procureurs, enfin bref, de la place de l'autorité judiciaire, justement, dans cette protection, mais surtout dans la question de la répression des mobilisations sociales. Avec, malheureusement, peut-être, mais vous allez me faire changer d'avis, cette vision, un peu pessimiste de par nos expériences, au syndicat de la magistrature, mais également, sur le terrain, de voir comment est-ce que, cette répression, elle n'est pas seulement, policière, mais elle est également judiciaire. C'est-à-dire que c'est un tout. On attaque souvent la police, et on dénonce beaucoup les violences policières, notamment dans le cadre du maintien de l'ordre, pour dire que les mobilisations sociales sont réprimées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la Justice, les juges, les procureurs de la République sont tout aussi complices de cette répression des mobilisations sociales. Alors, simplement pour évacuer cette petite question, il est indiqué, et il ne faudrait pas quand même vous empêcher d'aller regarder ce que le syndicat de la magistrature fait au-delà de ses analyses sur la répression des mobilisations sociales. Ce qu'il faut savoir, c'est que, au-delà de ces analyses, on a rédigé ce qu'on appelle le guide du manifestant, que vous pourrez aller voir en ligne. Vous tapez, guide du manifestant sur internet, il est en accès libre et ça répond un peu à la question, de ce colloque de ce matin sur le vade-mecum pour l'action militante. C'est-à-dire que j'ai commencé par dire que, il n'y avait pas beaucoup, de manière peut-être concrète de protéger l'action militante. Bon, quand même, au syndicat de la magistrature, on a rédigé ce guide. On l'a rédigé en 2005, qui est une date pas anodine, hein, qui est celle des violences urbaines qui ont eu lieu dans certains quartiers, sensibles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les contestations des mobilisations sociales, en fait, elles ont déjà été expérimentées dans des quartiers, via, d'autres dispositifs qui ont ensuite été appliqués, dans le cadre des manifestations et donc du coup, finalement ce guide était aussi à destination, des populations, très souvent discriminées qui devaient faire face justement à cette répression, au-delà du fait que, ils n'étaient pas identifiés comme des manifestants. Alors pourquoi, j'utilise ce terme répression, des mobilisations sociales et pourquoi est-ce que j'emploie ce terme surjudiciarisation du maintien de l'ordre? Je l'emploie parce qu'il ne faut pas entendre le mot, répression seulement comme, les violences physiques qui sont exercées par les forces de l'ordre, mais il faut également l'entendre, par tous les dispositifs, gouvernementaux, médiatiques, judiciaires, qui sont susceptibles justement de limiter la contestation sociale. C'est-à-dire que ça ne se passe pas que sur le bitume, ça se passe aussi par l'édiction de règles, et qui sont intégrées dans notre ordonnancement juridique et qui font que, juridiquement, eh bien, les contestations sociales, sont limitées et des libertés fondamentales, comme le droit de manifester, sont entravées. Et ça, c'est inscrit dans le droit et on voit qu'il y a un mouvement, heu, légistique qui, depuis une dizaine d'années, se renforce, se consolide, justement pour empêcher les personnes de manifester.
Alors, c'est toujours intéressant de savoir, quand on décrit un phénomène, d'essayer de le dater. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Vanessa Codaccioni ou si vous allez l'entendre, parce qu'elle a beaucoup historicisé cette question-là de la répression des mobilisations sociales. Et elle date de manière plus globale cette tendance à la répression aux attentats du 11 septembre 2011, qui ont véritablement eu un effet, comment dire, catalyseur des politiques répressives, qu'il s'agisse de la militarisation du maintien de l'ordre ou bien de la pénalisation des mouvements à l'époque altermondialistes. Et nous, au syndicat de la magistrature, on estime, de par notre expertise, que cet effet catalyseur s'est traduit brutalement chez nous, c'est-à-dire en France, depuis la déclaration de l'état d'urgence dit antiterroriste de 2015. C'est-à-dire que cette déclaration d'état d'urgence, avec les dispositifs et la réglementation qui s'en est suivie, que ce soit dans le temps de l'état d'urgence entre 2015 et 2017, puis ensuite avec la mise en place de la loi SILT qui a été votée en octobre 2017, je vous rappelle, qui a intégré dans notre droit commun l'état d'urgence dit antiterroriste, eh bien nous, on estime qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été créés dans ce cadre-là, dans le cadre d'un régime exceptionnel, et qui ont permis par la suite la répression des mobilisations sociales. Et sous couvert d'un objectif de lutte antiterroriste, qui était normalement le motif, l'objectif initial pour pouvoir mettre en place des dispositifs, c'est-à-dire des contrôles d'identité beaucoup plus étendus, des périmètres de protection, des interdictions de paraître, des assignations à résidence, et bien, tous ces dispositifs-là ont été expérimentés pendant cette période, qui normalement devait être transitoire, alors qu'en fait, elle était extrêmement longue, et qui ont été ensuite appliqués dans le cadre de la répression des mobilisations sociales. Et par ailleurs, au-delà du fait de dater un phénomène, il faudrait essayer aussi de savoir un peu qu'est-ce qui est en jeu un peu philosophiquement et idéologiquement. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans des questions d'autoritarisme, on n'est pas que dans des questions de sécuritaire, on n'est pas que dans des questions de consolidation d'un droit pénal répressif qui serait là pour mater certains désordres. Je pense qu'il n'est pas inintéressant de faire le parallèle avec la théorie de l'étiquetage de la déviance qui a été développée par Howard Baker. Et je pense qu'il ne serait pas exagéré de l'appliquer à la répression des mobilisations sociales, parce qu'on constate quand même, et ça pour le coup c'est un fiel qui est à l'œuvre déjà depuis longtemps, que divers entrepreneurs moraux, je dirais, apposent l'étiquette de déviant à certains militants et les assujettissent du même coup à une série de mécanismes de contrôle et à une série de mécanismes de répression. Et je pense que cette théorie de la déviance appliquée à la répression des mobilisations sociales est très intéressante et est particulièrement notamment mise en œuvre par le préfet de police l'allemand avec l'application de ce qu'on appelle la théorie des deux camps. Vous vous souvenez, pendant les manifestations des Gilets jaunes, Didier Lallemand qui avait dit à cette manifestante « Mais madame, nous ne faisons pas partie du même camp ». Ben, c'est tout à fait ça. Il y a le camp des manifestants, des contestataires, des opposants politiques, et puis il y a le leur. Et donc on voit bien qu'il y a une fracture qui se fait entre ces deux camps, et où du coup le camp de l'ennemi intérieur est sans cesse élargi, et que du coup, sur la base de cette théorie de deux camps, du coup, elle va être consolidée par ailleurs par un ordonnancement juridique qui va permettre justement de canaliser et de neutraliser cet ennemi intérieur. En sachant qu'en 2015, l'ennemi intérieur était le terroriste, en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et maintenant 2021, l'ennemi intérieur est possiblement le manifestant. Et en 2020, l'ennemi intérieur est aussi le malade du Covid, à travers l'état d'urgence sanitaire et tout le droit pénal disciplinaire qui s'est mis en œuvre avec le fameux délit du confinement. Donc on voit bien que cette notion des deux camps, avec cet élargissement de l'autre qui n'est plus, qui est une personne qui est presque par nature suspect, et qui dit suspect dit à surveiller et potentiellement à réprimer, eh bien ça fonde un peu, je pense, cette répression des mobilisations sociales. Alors, parmi ces mécanismes de contrôle et de répression, je voudrais revenir
sur 2 points pour illustrer mon propos, mais vraiment très rapidement. Mais pour cela, je pense que Sarah mettra en ligne l'analyse que le syndicat de la magistrature a produit sur la répression du maintien de l'ordre, parce qu'on a été entendu par différents parlementaires et commissions parlementaires sur cette question. Donc, on a fourni une analyse qui est assez développée, vous pourrez vous référer. Mais je voudrais juste, pour vous illustrer comment est-ce que l'autorité judiciaire, finalement, est complice de cette répression et aujourd'hui n'est plus le garant des libertés individuelles à certains égards, alors que d'après l'article 66 de la Constitution, normalement, l'autorité judiciaire est le garant de la liberté individuelle et notamment de la liberté de manifester. Je voudrais revenir sur, finalement, qu'est-ce qui est devenu le droit pénal dans ce type d'événements et comment, finalement, le droit pénal est devenu un outil répressif assez implacable, dont les contours élastiques, en fait, sont sans cesse élargis. Aujourd'hui, le droit pénal, il n'est plus du tout utilisé dans le cadre des mobilisations sociales pour réprimer un comportement violent ou dégradant, en tous les cas, pas seulement, mais il est utilisé aussi en amont pour dissuader des personnes d'aller manifester. Et il est utilisé également au cœur de la manifestation pour procéder à des répressions et à des interpellations massives. Et du coup, on a vu naître et on a vu se consolider, se renforcer ce qu'on appelle un droit pénal putatif, c'est-à-dire qu'en dehors de tout passage à l'acte, en dehors même, j'ai envie de vous dire, et ça a été cinglant pendant les mouvements des Gilets jaunes, en dehors de tout élément de suspicion de commission d'une infraction, eh bien, les procureurs de la République ont utilisé l'outil du droit pénal pour pouvoir interpeller et, le cas échéant, réprimer. Et donc, du coup, il y a tout un droit pénal putatif, un droit pénal qui a été totalement dévoyé de ses objectifs initiaux, qui a été à l'œuvre. Et par ailleurs, autre exemple, sur lequel je vais revenir 2 secondes, on a vu se mettre en place également, et du coup avec une autorité judiciaire par ailleurs extrêmement complice de la police, ce qu'on appelle un méta-maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'en amont des manifestations, en dehors des cortèges, s'est mis en place toute une organisation, j'ai presque envie de dire une industrie du contrôle d'identité, de la palpation sécurité, de la fouille des bagages, du contrôle visuel des bagages, pour contrôler les manifestants, contrôler les corps des manifestants et surtout les empêcher d'aller arriver au cortège. Donc, du coup, on a à la fois une répression qui se passe au cœur des manifestations et on a une répression qui est à l'œuvre également en amont des manifestations. C'est pour ça que je parle de surjudiciarisation. Et encore, mais ça, je n'aurai pas le temps de l'évoquer, mais vous pourrez peut-être me poser des questions. Je pense que dans les années à venir, va se mettre en place, toujours en amont, la voie de ce qu'on appelle la surveillance en amont des opposants politiques via le principe des fichages, de la surveillance, du renseignement, avec des agents infiltrés dans les manifestations pour pouvoir identifier des potentiels contestataires et pouvoir les empêcher ensuite de leur nuire. Alors du coup, sur le premier point, sur le droit pénal dévoyé, simplement, il me reste 5 minutes peut-être, c'est ça? C'est ça. Juste sur ce premier point, je voulais vous dire que, et vous le savez tous, que durant les manifestations des Gilets jaunes notamment, il y a eu des gardes à vue qui ont été massives. Et que pour rendre possible ces gardes à vue, eh bien, les parquets, les procureurs de la République et les policiers, du coup, en amont, ont utilisé des infractions pénales qu'on appelle, nous, au syndicat, des infractions fourre-tout. Et tel est le cas, notamment, de l'infraction de participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires, de destruction et de dégradation, qui a été largement utilisée à l'occasion des manifestations, et ainsi que de l'utilisation abusive du délit de dissimulation du visage dans l'espace public qui a été créé par la loi du 10 avril 2019. Et notamment, pour exemple, sur l'interdiction de dissimulation de tout ou partie du visage, eh ben, ça a donné lieu au placement en garde à vue de 210 personnes et à 41 condamnations entre avril et octobre 2019. C'est faramineux pour un si petit délit. Et ce délit a été totalement instrumentalisé pour pouvoir réprimer des manifestants qui avaient simplement couvert une partie du visage. Alors, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes du droit pénal, que normalement, dans un état de droit, l'interdiction de la dissimulation du visage dans le cadre de manifestations, en fait, ne saurait être poursuivie que si une personne se livre à un acte de violence ou démontre clairement son intention de le faire de manière imminente. Et en fait, le fait de dissimuler son visage ne constitue pas à lui seul, normalement,
une intention violente ou alors autrement délictueuse et peut-être justifiée notamment parce qu'il y a des manifestants qui pouvaient craindre d'être identifiés, et c'est son droit de ne pas vouloir être identifié, ou alors tout simplement pour se protéger contre les effets nocifs du gaz lacrymogène. Et donc, du coup, on voit bien que ces infractions, aux contours très flous, ont été retenues pour permettre d'interpeller largement, en masse, y compris des personnes qui n'avaient commis aucune violence, qui n'avaient commis aucune dégradation, qui n'avaient pas d'intention d'en commettre d'ailleurs, mais qui ont été considérées comme présentant un danger pour l'ordre public sur la base d'une infraction qui a complètement été détournée. Et ça a été exactement la même chose pour l'infraction de participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires. Alors là, ce n'est pas 200 gardes à vue qui ont été ordonnés, c'est des centaines et des centaines de gardes à vue qui ont été ordonnés par le parquet de Paris. Hein. Ça a été très clair, des instructions en ce sens ont été données. Il y a des circulaires de la chancellerie qui ont poussé les procureurs de la République à interpeller en masse sur la base de cette infraction qui, je vous le rappelle, a été créée en 2010, qui a été validée par le Conseil constitutionnel et qui, je vous lis le code pénal, c'est le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de violence volontaire contre les personnes ou de destruction et de dégradation de biens. Donc, on voit bien que c'est une infraction où il faut caractériser le fait de participer sciemment à un groupement. Il faut bien qu'il y ait un groupement. Et il faut que ça soit caractérisé par un ou plusieurs faits matériels. Et vous avez dû entendre nombre de gilets jaunes qui ont été interpellés seulement parce qu'ils avaient des masques de piscine, ils avaient des boules de pétanque dans leur voiture. Et ben, ça a été considéré comme une intention de participer à un groupement en vue d'eux. Donc, ils ont été placés en garde à vue pendant 48 heures. Leur procédure a été classée sans suite, parce que forcément, l'infraction n'était pas caractérisée. Sauf que pendant ce temps-là, ils n'ont pas pu se rendre sur les lieux de manifestation, donc on les a empêchés d'aller manifester. En sachant que les recours pour un classement sans suite sont nuls en France. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Donc voilà. Donc sur le premier point, je voulais juste vous illustrer par 2 infractions pour vous dire comment est-ce que le droit pénal, finalement, est totalement dévoyé, simplement pour réprimer des mobilisations sociales. Et deuxième exemple, j'en terminerai par là, ce sont les fameux contrôles d'identité. On a beaucoup entendu parler des contrôles d'identité, notamment les contrôles d'identité au faciès et tout ça. Ce n'est pas sur ça que je voudrais revenir, mais je voudrais revenir qu'en fait, les contrôles d'identité ont été de la même manière massivement utilisés dans le cadre du maintien de l'ordre. Et cela ressort d'une part des contrôles d'identité qui vont être diligentés par le procureur de la République. Et là, je vous renvoie à l'article 78-2 du Code de procédure pénale, où du coup, les procureurs de la République ont délivré, c'est-à-dire ont autorisé les policiers à contrôler des personnes totalement en amont des manifestations, justement pour les empêcher d'arriver dans les cortèges, avec des réquisitions extrêmement larges sur des lieux qui sont très larges, et des listes d'infractions qui étaient des listes à la Prévert. Et donc, du coup, autorisés, c'était véritablement des blancs-seings donnés aux forces de police pour pouvoir viser des personnes simplement parce qu'elles avaient l'apparence de manifestants. Et donc, du coup, qui dit contrôle dit potentiellement constatation d'une infraction et retour à la case départ du commissariat de police. Et puis, autre réquisition, autre forme de contrôle d'identité qui ont été massivement utilisées dans le cadre de cette surjudiciarisation, eh bien, ça vient de quoi? Ça vient de la législation antiterroriste. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi SILT, a été prévu ce qu'on appelle des périmètres de protection. C'est-à-dire que l'autorité préfectorale autorise les forces de l'ordre. Alors, quand je dis forces de l'ordre, c'est police nationale, gendarmerie nationale, policiers municipaux, agents de sécurité privée, ce qui fait tout à fait d'ailleurs rappel de ce qui se passe avec la proposition de loi sécurité globale qui, je vous rappelle, a été validée en commission mixte paritaire hier, qui donne des pouvoirs exorbitants à la police municipale et aux agents de sécurité privée, ce qui était déjà le cas en 2017 dans cette loi. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de basculement en termes de répression et d'ordonnancement juridique extrêmement autoritaire. Eh bien, ces périmètres de protection, ils ont été utilisés, non pas dans le cadre de la lutte antiterroriste, alors que normalement le texte vise cet objectif, mais ils ont été utilisés pour pouvoir procéder à des palpations de sécurité, à des vérifications visuelles de bagages, pour pouvoir empêcher
pendant un temps déterminé, des fois c'est plusieurs heures, mais plusieurs heures, bah, ça suffit pour empêcher quelqu'un d'aller rejoindre le cortège. Et bien tout ça dans un seul but, eh bien, réprimer les mobilisations sociales et réprimer les manifestations. Et il a également été ajouté par la loi anti-casseurs du 10 avril 2019, pareil, il a été étendu le régime des fouilles et des inspections visuelles des bagages seulement dans le cadre des manifestations. Donc, du coup, une loi anti-casseurs qui, normalement, est là pour réprimer des actes de violence ou des personnes véritablement qui auraient commis des infractions, j'ai envie de dire des vraies infractions type violence ou dégradation, et encore les dégradations, faudrait y revenir, eh bien, il y a une disposition, le 78-2-5 du Code de procédure pénale, qui vise spécifiquement des contrôles dans le cadre des manifestations. Donc, on voit bien que se met en place une pluri-judiciarisation du maintien de l'ordre, où l'autorité judiciaire ne joue plus son rôle de garant des libertés individuelles, et là en particulier de la liberté de manifester, mais est totalement complice de choix politiques, de doctrines préfectorales qui sont à l'œuvre déjà depuis plusieurs années sur le bitume. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, Sarah. C'était très éclairant. Il y avait une historisation très